Hello! Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de l'auto-hypnose versus l'hypnose et qu'est-ce qui est le plus efficace entre les deux. Je vais parler de mon expérience à moi et je vais répondre avec ça qu'en fait, ça dépend complètement de ce qu'on a envie de travailler. Je vais expliquer en quoi l'un et l'autre me permettent des choses différentes. Donc en auto-hypnose, au début, j'étais pas forcément très outillée. J'ai essayé de reproduire ce que je faisais en séance avec mon hypnothérapeute par moi-même. J'ai eu assez vite des résultats, c'est-à-dire que j'arrivais à me mettre dans un état, différent. J'arrivais à avoir aussi du signaling, c'est-à-dire des mouvements idéomoteurs dans la main. Le signaling, ça peut être ailleurs que dans la main, mais en tout cas, c'est une réponse, involontaire dans le corps et donc j'ai pu assez vite arriver à des états d'auto-hypnose. Par contre, en apprenant plus sur l'hypnose, j'ai pu, me guider de mieux en mieux, en fait et c'est vrai que, j'ai, eu certaines séances qui ont été très denses, dans lesquelles il s'est passé beaucoup de choses. Rétrospectivement, l'avantage que je vois quand je suis sur des séances comme ça, parce qu'il y a des fois où je fais de l'auto-hypnose et c'est pas, en fait, c'est surtout quand je vois que j'arrive à sortir de l'émotionnel, par exemple, que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a pas que ça, il y a aussi, accéder à un état où je réfléchis plus de la même manière, donc je vais essayer de décrire les 2. Côté émotionnel, j'avais beaucoup moins de retenue que si j'étais avec quelqu'un, en face de moi, c'est-à-dire un thérapeute. J'ai énormément confiance dans le thérapeute que je vois depuis, 2021 du coup. Pour autant, pour moi, pleurer devant quelqu'un, c'est quelque chose qui est faisable mais difficile, hem et qui met souvent du temps à arriver en séance, en fait, et qui s'exprime pas forcément, hem, de manière aussi expansive que si je suis toute seule et donc j'ai eu des séances en auto-hypnose où j'ai pu aller beaucoup plus loin au niveau émotionnel parce que j'avais pas quelqu'un d'autre, qui pouvait voir ça. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que, j'ai moins d'inhibition à, laisser venir certaines choses qui peuvent venir, qui paraissent assez étranges. Hem, Ça paraît très abstrait là quand je le dis comme ça, mais dans ma transe à moi, dans ma manière d'entrer en hypnose, enfin d'être en hypnose, par moments, j'ai beaucoup de mouvements corporels qui viennent, du genre un bras qui se lève, ce genre de choses et ça m'est arrivé une fois aussi de spontanément avoir envie de descendre au niveau du sol. Donc j'étais dans mon salon en train de faire, une séance et je sais qu'en tout cas, tous ces choses-là qui peuvent paraître assez bizarres, que moi-même je m'explique pas au moment où ça se présente en fait, j je pense que quand je suis seule, j'ai moins tendance à inhiber ces choses-là parce qu'il y a pas de c'est un peu comme si j'internalisais le potentiel jugement de l'autre personne ou que bref, il y a, des mécanismes de «contrôle» entre guillemets qui restent en place, quand je suis en état d'hypnose avec un thérapeute. Là, je parle vraiment de mon vécu à moi parce qu'il y a des personnes pour qui c'est différent, pour qui c'est beaucoup plus simple en fait de se laisser aller et qui gardent moins de contrôle pendant leur séance. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai tendance à me laisser une marge de je saurais pas comment expliquer ça. Il y a des choses spontanées qui viennent, mais je suis à peu près sûre que ça vient à un niveau auquel je tolère que ça se produise devant quelqu'un. J'ai un peu la croyance que c'est le cas pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on inconsciemment, on vient entre guillemets «mettre», ce qui peut se passer dans une séance, dans un cadre qu'on a défini de manière inconsciente. Je vais donner cet exemple-là qui est très culturel pour le coup, pour essayer d'imager un peu plus et d'expliquer un peu plus cet effet-là. En Occident, on a une certaine vision de ce qu'est la transe. Quand on voit des vidéos, par exemple, d'hypnose, en ligne sur, pour donner un exemple, les cabinets publics de l'Arche sur, YouTube. Si tu tapes, cabinet public, Arche Hypnose, tu vas trouver sur YouTube des exemples. Tu peux vite te rendre compte qu'en fait, les occidentaux, ils ont une manière assez, contenue, en fait, de vivre leur état de transe. Là où dans d'autres cultures, où par exemple, il y a des transes de possession, culturellement, il y a c'est institué la transe comme quelque chose
de «normal» entre guillemets. C'est un phénomène qui a une certaine représentation. Les gens peuvent avoir, du coup, par cette représentation-là, une autorisation à être plus, expressif ou plus expansif ou plus je sais pas trop comment on pourrait décrire ça, mais en tout cas plus dissociés ou plus incarnés dans leur transe. Pour ça, il suffit de taper, transe, vaudou. Je pense aux transes, induites par des chamans ou des choses comme ça. Il y a des cultures dans lesquelles c'est ancré, c'est ritualisé et donc ces représentations-là agissent et les personnes ont des transes complètement différentes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de grandes différences en termes de ce qui se passe dans le cerveau entre ces personnes-là et les occidentaux qui font de l'hypnose. Je pense que c'est relativement similaire. Par contre, je pense qu'en Occident, on a une vision de ce qu'on peut faire et ne pas faire. On a aussi, des représentations, de certains états comme étant associés à la folie, par exemple, à des troubles de la personnalité, à la schizophrénie ou ce qu'on croit être de la schizophrénie, parce que la schizophrénie, c'est quelque chose d'assez méconnu, en fait. Bref, il y a tout un tas de représentations comme ça de lâcher prise, et encore le terme est un peu, malheureux, mais de perte de contrôle ou de possession, ou je sais pas trop comment on peut tout ça, c'est des mots qui se télescopent, mais en tout cas, on a des représentations qu'on peut associer à des choses qui, pour nous, relèvent de la pathologie, par exemple. Le fait d'avoir ces représentations-là, je pense que ça agit sur nous quand on est en état d'hypnose, avec quelqu'un d'autre qui nous voit, et même en auto-hypnose, hein. Je pense qu'on est assez, contenu par cette représentation-là qu'on a et qui est en fait inconsciente. Là, je la rends consciente en parlant, donc tu peux aussi te poser la question de toi, comment tu perçois, qu'est-ce que ça veut dire pour toi des états de transe? Qu'est-ce que c'est, le maximum des états de transe, dans ta représentation de ce que tu connais, sur le sujet, hem, en dehors de juste notre groupe, culturel à nous. Mais, voilà, c'est en tout cas, quand je suis en auto-hypnose, j'ai tendance à, du coup, moins me limiter, moins me censurer inconsciemment. J'espère que ça sera assez clair, la manière dont je l'explique et donc ce que ça me permet, donc il y a le côté décharge émotionnelle où là j'ai moins de frein parce que du coup, j'ai pas quelqu'un entre guillemets à, hem, encombrer avec mes émotions, donc là je le dis, c'est assez, le but quand on va voir un thérapeute, c'est de voilà, on sait qu'on peut y aller, mais il n'empêche que moi dans mon parcours, c'est toujours pour moi assez, délicat, parfois malaisant d'exprimer ces émotions-là. Ça se passe quand même, mais en tout cas, je sais que quand je suis seule, je peux complètement plus les lâcher et que c'est de moi à moi-même, donc c'est plus facile pour moi à ce niveau-là. C'est surtout plus, fort, en fait. C'est, ça se déverse beaucoup plus, de manière plus fluide, de manière plus intense, je pense. C'est très intense aussi avec un thérapeute parce que je suis en lutte interne, mais c'est pas intense de la même manière. Et l'autre truc dont je parlais, c'était, ouais, à quel point je peux, à me retrouver à faire des trucs un peu bizarres que, je freinerais ou je censurerais peut-être de manière inconsciente davantage si j'étais avec un thérapeute à ce moment-là. Encore une fois, ça va aussi dépendre des contextes, je sais par exemple, il y a des gens qui vont faire des stages, je pense au truc, de transcognitive, de Corinne Sombrin où, les gens sont en groupe. Le but, c'est vraiment qu'ils aillent loin dans des états de transe et cetera. Là, tout le monde est parti sur ce principe qu'ils vont faire des choses un petit peu hors normes et voilà, je pense que là, ils y vont à fond, quoi. Hem, Bien qu'ils se heurtent à certains freins, mais bon, bref, autre sujet. Ça me permet aussi des fois d'entrer dans des façons de penser qui sont assez, intéressantes, au sens où je réfléchis plus de la même manière. Je me souviens d'une séance où j'avais pensé à comment c'était le temps pour moi. J'étais partie dans des considérations beaucoup plus, métaphysiques, si on veut, pour, résumer un peu le truc, avec une façon de réfléchir qui était vraiment beaucoup plus créative et beaucoup plus, d'accéder à
des réflexions et des façons de réfléchir qui étaient moins conséquentialistes, moins déterministes. Bref. Là où pour moi, par contre, l'hypnose avec un thérapeute est très efficace, c'est dans tout ce qui est relationnel. C'est-à-dire que toutes mes problématiques que j'ai, qui sont en rapport avec d'autres personnes, de l'anxiété sociale par exemple, des problèmes d'attachement par exemple, ou des problèmes d'inhibition dans des situations où je dois performer. En fait, tout ce qui implique des mécanismes de honte, fierté, c'est un peu les deux faces d'une même pièce, la honte et la fierté. Mais donc du coup, la honte en particulier, parce que c'est souvent pour ça qu'on vient consulter, c'est quand on a quelque chose où on s'inhibe de trop et on se sent bloqué, etc. Dans ces problématiques-là, clairement, faire de l'hypnose avec un thérapeute, c'est le cœur du truc. Parce qu'en fait, je peux essayer de traiter la problématique en auto-hypnose. Je peux peut-être dégrossir, entre guillemets, par exemple, avoir des prises de conscience, repenser à des scènes ou faire émerger des souvenirs clés qui ont été marquants par rapport à ça, ou je sais pas comment dire ça, un petit peu venir investiguer qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Peut-être aussi essayer dans mon rapport intrapersonnel, d'améliorer certaines choses de moi à moi-même. Peut-être aller voir si j'ai des croyances à ce niveau-là, si j'ai rigidifié des choses en me mettant des croyances limitantes, par exemple. Pour autant, pour moi, dans ce genre de cas précis, typiquement, ça va être le fait de travailler avec quelqu'un qui peut nous voir, qui pourrait nous rejeter, mais qui du coup va pas le faire vu que bah, son boulot c'est d'être thérapeute. Il va être une ressource, il va pouvoir nous aider à trouver les ressources en interne. Bref, en tout cas, dans ces problématiques-là, pour moi, typiquement, pour moi c'est indispensable. Euh, J'en fais cette croyance-là et je pense que, en tout cas, je l'ai bien vérifié dans mon vécu personnel, indispensable de bosser avec quelqu'un parce que c'est justement le regard de l'autre en fait qui permet d'évoluer à ces niveaux-là. Il va y avoir aussi tout ce qui est le fait de s'exposer à des situations confrontantes sur cet aspect-là. Donc là, c'est des choses qu'on peut faire soi-même, mais qui vont impliquer quand même d'aller voir d'autres personnes. Imaginons quelqu'un qui a des problèmes d'anxiété de performance, bah, d'aller faire du théâtre, par exemple, ou pareil pour l'anxiété sociale, peut-être pas du théâtre si si c'est un objectif trop haut, ça peut être ne serait-ce que aller dans des contextes où il y a du monde et où on va être un peu obligé de parler avec ces gens-là. Euh, voilà. Ça, c'est des choses qui ont fonctionné aussi. Pour autant, on peut facilement, dans ces contextes-là, éviter. C'est-à-dire, dès qu'on se sent pas bien, bah, fuir, en fait. On peut aussi être en lutte contre soi-même et se forcer à rester. Mais voilà, ça peut être assez délicat, ça peut être assez inconfortable. Et je pense que c'est très, très utile pour ces problématiques-là, justement, d'aller voir quelqu'un. Et que c'est particulièrement aidant à cet endroit-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là t'aura un petit peu plus éclairé. Si tu as des questions sur ce que j'ai évoqué, n'hésite pas à m'en faire part. Si tu as des expériences à partager, je serais ravie de les lire. Et si tu vois des points sur lesquels j'ai peut-être pas été assez claire ou sur lesquels tu as besoin de plus de précision, n'hésite surtout pas à commenter. Merci pour ton attention et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.